Hop, c'est parti. Bien, bienvenue Thierry parmi nous. Donc, avant de commencer ce petit Zoom consacré au transport aérien, déjà, je vais préciser pour les quelques personnes qui sont présentes que nous nous connaissons depuis de nombreuses années. Donc, pour cette raison, on va se tutoyer, voilà, ce qui n'est peut-être pas très fréquent quand on interviewe quelqu'un de ta position. Mais là, on va se tutoyer, on va en profiter pour être assez direct au niveau des questions, au niveau de l'ambiance. En tout cas, je suis très heureux d'être là aujourd'hui. Je suis donc en charge des ventes en Europe pour Qatar Airways. Je connais effectivement Eric depuis longtemps. On a des liens non seulement de camaraderie, mais je dirais d'amitié depuis très longtemps. Et ça me fait grand plaisir de rejoindre l'association Respire pour cette petite réunion tous ensemble. Ok, parfait. Donc, ce que je te propose, tu vas nous faire une rapide présentation. On va passer 3 heures sur ta vie, mais bon, tu nous précises un petit peu ce que tu as fait. Et je te propose, on va aborder différents thèmes. Premièrement, la situation à date de Qatar Airways, court, moyen terme, les perspectives. Ensuite, tout ce qui concerne les sujets sanitaires, à la fois pour Qatar Airways et également ta vision du sujet pour le transport aérien. Ensuite, des sujets liés plus aux services, aux sujets commerciaux qui intéressent pas mal les agences de voyage, pour des relations parfois conflictuelles avec les compagnies aériennes. Et on fera un petit volet sur la partie également écologie, bien entendu, qui est primordiale en ce moment et pour laquelle je pense que les compagnies aériennes ont beaucoup de choses à dire. Elles sont pas mal attaquées. Donc, je vais te poser quelques questions, tu y répondras. Et puis ensuite, on en profitera pour discuter avec les personnes qui sont présentes. Donc, là, on n'est pas très nombreux, alors on verra comment on procédera, mais vous pouvez déjà commencer à mettre des questions dans le fil de discussion et puis je les prendrai au fur et à mesure. Voilà, en gros, comment ça va se passer, sachant qu'on a prévu de passer, il est 12h10, on donne jusqu'à 1h environ, à quelques minutes près. Donc, Thierry, je te laisse te présenter en 1 minute. Alors, la version 1 minute. Je suis Thierry de Bailleul. Ma fonction, c'est vice-président des ventes Europe pour Qatar Airways. J'ai fait presque toute ma carrière dans le transport aérien. J'ai commencé chez Air France KLM, où j'ai passé plus de 25 ans. J'ai fait ensuite 5 ans chez Emirates. Et ensuite, presque 1 année bientôt chez Qatar Airways, après une interruption de 1 an et demi dans le domaine du vin, où j'ai été en fait le directeur général pour Gérard Bertrand, la maison de vin Gérard Bertrand, qui est un ami et avec qui je partage évidemment la passion du vin et aussi la passion du Sud-Ouest. Voilà, donc en 1 minute. Voilà. Et dorénavant, donc chez Qatar Airways, donc tu pouvais un peu nous expliquer comment, ton rôle et puis comment ça se passe globalement l'organisation. Alors, mon rôle, c'est très simple. Je dirige l'Europe pour Qatar Airways sur toute la partie activité passager. Ça implique, mon objectif évidemment, c'est de développer les ventes et la présence de Qatar Airways en Europe. L'organisation, c'est une organisation avec des responsables de pays qu'on est en train d'ailleurs de restructurer en responsables de région. Il y aura sous mon autorité donc 5 différentes régions, le Nord, le Sud, l'Ouest, le Centre et Grande-Bretagne-Irlande, qui est une région en soi parce que c'est un gros morceau. Voilà, donc ces 5 régions me reportent. Il y a aussi une direction marketing, il y a une direction du back-office, on va dire ça comme ça. Donc, au total, 390 personnes. Une fois qu'on aura fait la restructuration, on a réduit un petit peu nos effectifs, mais dans des proportions finalement assez modestes, pour la simple raison qu'on veut maintenir une forte présence en Europe pendant cette crise et surtout sortir de la crise juste après. D'accord. Alors justement, je voulais te poser la question rapidement. Dans Qatar Airways, aujourd'hui, où on est la compagnie sur du court et du moyen terme, surtout quand on compare par rapport à la concurrence. Donc, globalement, comment tu estimes la situation de Qatar Airways à date? Depuis le début de cette crise, qui était un révélateur un peu pour nous quand même, depuis le début de cette crise, on a finalement pris une stratégie qui est
on a été à peu près les seuls à suivre cette stratégie de manière aussi claire. C'est tout simplement de suivre ce qu'est notre mission, tout simplement, c'est-à-dire de voler. Donc, on a décidé de voler le plus possible dans cette crise, en volant donc chaque fois qu'il était raisonnablement, économiquement raisonnable de le faire. Ce qui fait qu'on a passé cette crise Covid en étant le premier transporteur, je dirais non seulement en Europe, mais dans le monde, en nombre de passagers transportés. On a fait au départ, au plus fort de la crise, on a fait des charters de rapatriation et rapidement on s'est mis aussi à faire des vols réguliers. Et ces vols réguliers ont été assurés depuis le mois d'avril, mai. On n'a jamais volé moins de 30 destinations. On n'a jamais eu moins de 30 destinations dans notre réseau au pire de la crise. Et au moment où je vous parle, on en est déjà à 130 destinations, presque 130 destinations opérant actuellement. Voilà. D'accord. Donc, je dirais qu'on ressort de cette crise plus fort, avec plus de visibilité, plus de parts de marché aussi. On est aujourd'hui en Europe la première compagnie en transport de ce qu'on appelle de sixième liberté, c'est-à-dire de correspondance. En trafic de correspondance, on est de loin la première compagnie en Europe vers tout ce qui est destination du sud de l'Europe et de l'est de l'Europe, c'est-à-dire toute l'Asie, le Moyen-Orient, l'Asie du Nord, l'Asie du Sud et toute la partie Afrique septentrionale et orientale. D'accord. Cela dit, en termes d'ouverture, fermeture de lignes, j'ai, sur le plan personnel, constaté que Qatar Airways continuait de temps en temps à annuler des vols. Moi, j'avais des vols qui étaient prévus pour la Namibie au mois d'avril, et en fait, Qatar Airways les a annulés. Donc, ça veut dire qu'un peu comme les autres compagnies, les programmes varient aussi en fonction de l'évolution de la situation, je suppose. Oui, alors il y a quand même une différence. Alors, c'est vrai que toutes les compagnies aériennes en sont là. Il est évident que l'industrie du transport aérien a fait en 2020 moins 85%. Donc, il n'y a pas beaucoup d'activités, mis à part le voyage d'ailleurs, parce que je pense que les agences de voyage sont frappées de la même façon. Voilà, on a essuyé une chute d'activité au niveau IATA, je crois que c'est même 90%. Au niveau de Qatar Airways, c'est un petit peu moins parce que, comme je vous l'ai dit, on a maintenu des vols. On a maintenu plus de vols que le reste de l'industrie. Après, je mentirais si je disais qu'il n'y a pas eu d'annulation. Bien sûr qu'il y a eu quelques annulations. Alors, ce qu'on essaye de faire, en règle générale, c'est de les faire de manière la plus anticipée possible. Il peut y avoir des accidents, mais on mesure ça de manière très attentive et on annule moins souvent que les autres. On a un programme donc plus stable et on annule en général beaucoup plus tôt que les autres. Après, on peut toujours trouver des contre-exemples, mais franchement, sur les gros volumes de vols sur un mois, par exemple, ou sur un trimestre, ce que je vous dis est exact. On fait très attention à garder un programme stable. Vous avez beaucoup de compagnies aériennes que la stratégie, c'est de dire je mets des vols dans les systèmes de réservation, je regarde comment ça se comporte, et s'il y a un effet d'aubaine, je garde le vol, s'il n'y a pas d'effet d'aubaine, je l'annule. Donc, ça vous donne, à vous, agence de voyage, beaucoup de travail, on le sait, et on évite de le faire, parce que la stratégie de Qatar Airways, c'est contrairement à d'autres, ce n'est pas de privilégier les ventes directes, notamment, mais c'est de travailler avec la distribution. Donc, en fait, nous, c'est très clair. On ne peut pas avoir le succès qu'on a aujourd'hui et les ambitions qu'on a de croissance sans travailler de manière très étroite avec les distributions. Donc, on essaie de faire tout ce qui est possible pour vous faciliter la tâche, pour que vous ayez envie de nous vendre, évidemment. Donc, ça passe effectivement par un programme le plus stable possible et des annulations les plus anticipées possibles. En général, quand on annule un vol, c'est qu'il y a très peu de passagers à bord et que donc il est relativement facile, aisé de les reprotéger sur d'autres vols. OK. Si on élargit un peu le sujet du transport aérien, globalement, au niveau de sa situation, dernièrement, là, j'ai vu les dernières prévisions je pense que c'est l'IATA, qui prévoyait un espèce de retour à la normale, si on peut estimer qu'il y a un retour à la normale un jour. Il prévoyait en 2024. Toi, globalement, comment tu vois le sujet? Écoute, quand on écoute les experts, effectivement, c'est entre 2024 et 2025 un retour à la normale. Ce qui est certain,
Bon, il y a aussi des gens très pessimistes qui disent que ce sera jamais comme avant. Moi, je pense, ma profonde conviction, c'est que le voyage, ça fait partie de l'ADN de l'être humain. Que ce soit en avion ou l'envie, l'aspiration au voyage, c'est quelque chose qui ferait vraiment intégralement partie de l'humanité. Donc ça c'est là pour rester, quoi. Ça ne partira jamais. Donc, moi, je crois profondément qu'il y aura un retour du voyage et du transport aérien en particulier. Et que les gens, au contraire, ont très fort appétit. Moi, j'entends dans certains pays, là, par exemple, en Angleterre, les choses sont en train de s'ouvrir. Les questions que posent les clients au tour opérateur, par exemple, c'est de dire, moi, je voudrais planifier mes voyages sur les 2 prochaines années. Il y a tel engouement, un tel appétit que les gens sont prêts à planifier non seulement leur prochain voyage, mais sur 24 mois. Donc, c'est assez frappant. Moi, je pense que ça va revenir. Donc, j'ai confiance là-dedans. Maintenant, 2024, effectivement, ça va revenir à la vitesse à laquelle la sécurité de voyager elle-même sera garantie. 2024, oui, pourquoi pas. Moi, je suis plutôt optimiste, donc j'irai plutôt vers 2024 que 2025, ou même peut-être un peu avant. Dans le cas de Qatar Airways, on a des raisons d'être optimiste, puisque en 2022, nous aurons la Coupe du monde de football, que ça va stimuler l'intérêt pour l'État du Qatar en tant que destination touristique. Il va y avoir un effet de curiosité autour de ça. Et je pense qu'en plus, Qatar Airways va bénéficier d'une exposition particulière grâce à cet événement mondial. Et donc, je pense que les choses pourraient reprendre plus vite pour nous. En tout cas, je l'espère. Voilà. Mais réponse générique, c'est le voyage. Bien sûr qu'on a été très frappé par cette crise, mais la demande de voyage va revenir, c'est certain. Ok, je te remercie. On va aborder le sujet sanitaire. Alors, globalement, qu'est-ce que Qatar Airways a mis en place depuis quelques mois sur ce sujet et qu'est-ce qui est prévu dans les mois à venir? Alors, la raison, enfin, la stratégie de Qatar Airways, j'étais un peu court tout à l'heure, et tu m'en excuseras, Eric. J'ai voulu faire court parce que tu me demandais des réponses courtes, mais dans la stratégie Qatar Airways, il n'y a pas seulement le fait de voler, il y a surtout le fait de voler, vous l'avez compris, de manière stable et fiable, et il y a aussi le fait de voler, mais dans les meilleures conditions de sécurité possibles sur le plan sanitaire. Sur le plan sécurité des vols, évidemment, ça c'est le basique de toute compagnie aérienne, mais sur le plan sanitaire. Donc, dès le départ de la crise, on a mis en place un certain nombre de mesures spéciales. Le fait qu'on ait été la compagnie aérienne qui a opéré le plus de vols depuis le début de cette crise, sans arrogance aucune, ça nous donne quand même une certaine légitimité pour parler des mesures de sûreté. Parce qu'on a par définition, vu le nombre de vols, plus d'expérience que toute autre compagnie aérienne. Et donc, on a construit une expérience autour de ça, on a peaufiné, on a amélioré notre façon de traiter la question de la sécurité sanitaire. Et on a mis en place des mesures qu'on a voulu exceptionnelles, qu'on a voulu aller au-delà des préconisations de base que toute compagnie aérienne respecte en général, c'est-à-dire, bon, en général, vous avez normalement, encore que j'ai voyagé sur une compagnie récemment, je ne dirais pas le nom parce que ce serait inélégant étant donné que je suis français, mais je n'ai pas trouvé beaucoup de gel hydroalcoolique au comptoir d'enregistrement ou sur le parcours du passager. Donc, on essaie d'avoir tous les basiques, c'est-à-dire le gel hydroalcoolique. On distribue les masques aux les gens qui n'en ont pas, évidemment. On va même au-delà, puisqu'en éco, on distribue gratuitement, en plus des masques, des écrans en plexi. Il y a une liste de mesures sanitaires qui est très très longue, mais je vais vous donner quelques exemples pour illustrer jusqu'à quel degré on va dans la sécurité sanitaire. Nos équipages, par exemple, sont revêtus de combinaisons, ce qu'on appelle HPA, qui sont des combinaisons de haute protection, qui permet non seulement de ne pas être contaminé, mais de ne pas contaminer si jamais vous êtes porteur du virus. Nous avons, par exemple, parce que dans le domaine de la sécurité sanitaire, le diable est dans les détails. Quand vous avez un menu à bord, d'abord, on sert des repas à bord. C'est exactement les mêmes. On n'a pas baissé en qualité par rapport à la situation pré-Covid. On sert des mêmes qualités de repas, mais la seule différence, c'est qu'on les sert sous des plateaux scellés.
avec les couverts scellés, etc. Donc, il n'y a pas de manipulation par l'équipage qui va vous servir. Vous vous servez vous-même, évidemment. Donc, ça, c'est la seule différence. Mais tout est scellé. Les menus que vous recevez, les menus à bord, vous aviez la plupart des compagnies aériennes, y compris nous, avions des menus qui étaient recyclables, c'est-à-dire qu'on les réutilisait pour plusieurs vols, le vol aller, le vol retour, par exemple. Là, nous avons des menus qui sont différents sur chaque vol, sur des menus jetables. Voilà, donc on va vraiment dans les moindres détails. Dans les moindres détails, par exemple, les ports d'embarquement et les bus d'embarquement à Doha, à notre aéroport de correspondance, sont désinfectés. Les points de contact avec les clients sont désinfectés toutes les 15 minutes. Vous avez du gel hydroalcoolique absolument partout. Vous avez, pour nettoyer les cabines, il y a un nettoyage dit traditionnel, normal, que toutes les compagnies aériennes font avec des précautions spécifiques qui sont liées à la situation sanitaire. Et après ça, vous avez un robot qui va se promener dans l'avion vide et qui va balader des rayons ultraviolets sur tous les sièges. Vous avez peut-être vu ça vous le verrez sur notre site ou sur mon compte LinkedIn, par exemple, parce que je l'ai diffusé, mais vous verrez qu'il y a un robot qui se promène dans l'allée et qui va nettoyer en profondeur les tissus des sièges, parce qu'en fait, il a été prouvé que les ultraviolets exterminaient à la fois les germes et les virus qui se situent dans les fibres des sièges avions. Donc, vous voyez qu'on va très, très loin dans le raffinement. Alors, c'est pas pour faire joli, hein, c'est aussi parce que ça donne des résultats. Aujourd'hui, on est la seule compagnie aérienne, à ma connaissance, qui a publié ses résultats de sécurité à bord, puisqu'on a un taux de contamination des passagers qui est de 0,0012%. Voilà, et donc il y a deux chiffres après la virgule, c'est 0,0012%. Et donc, c'est le risque que vous avez d'attraper le Covid quand vous prenez un avion avec nous. C'est-à-dire qu'il est très inférieur au risque que vous prenez quand vous baladez dans la rue en plein air sans masque, par exemple. Voilà. Donc, ça vous donne une idée du degré de sécurité. C'est sans doute plus sûr de prendre un vol ou deux, si vous faites une correspondance sur un vol de Qatar Airways, que les risques classiques auxquels on est exposé dans la situation normale de tous les jours quand un livreur d'Amazon vient chez vous amener un paquet, par exemple. Donc, voilà, on en est là. Et les équipages sont encore moins… on n'a pas eu un cas de Covid chez nos équipages depuis le mois de mai dernier, où on leur a affecté ces combinaisons de protection. Ok, je te remercie. Je voudrais avoir ta position concernant le sujet brûlant du moment, le pass sanitaire, le passeport. On voit 45 mots différents pour à peu près le même sujet. Donc, c'est quoi ta position ? Bon, la position est simple, c'est que nous, on est opérateur aérien, donc on se plie aux réglementations locales. C'est très, très rare qu'on prenne des mesures supplémentaires par rapport aux réglementations locales. Je ne citerai pas de pays, mais il y en a un ou deux sur lesquels on n'est pas tout à fait sûr que les statistiques de contamination sont exactes. Donc, dans ces cas-là, on prend des précautions supplémentaires. Mais généralement, on respecte les régulations locales qui sont suffisamment complètes, parfois même qui vont même au-delà de ce qu'il est nécessaire. En tout cas, on s'y plie. Maintenant, on a été très intéressé d'être associé et d'être partenaire de IATA pour le passeport, ce qu'on appelle ce fameux passeport sanitaire. Qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est pas un passeport sanitaire en réalité, c'est une application que vous pouvez intégrer dans l'application de la compagnie aérienne. Donc, on est compagnie test là ce mois-ci. Ça commence, je crois, la semaine prochaine. On est compagnie test sur la ligne Doha-Istanbul et on va tester ce nouveau concept. Alors, c'est un peu compliqué, ça paraît compliqué comme ça. En fait, pour l'utilisateur, c'est extrêmement simple. Un, c'est la simplicité, et deux, c'est le fait que c'est entièrement sécure du point de vue RGPD, protection des données, etc., puisque c'est le passager lui-même qui est maître
du contenu de ce qu'il et personne d'autre en a. Voilà. Le seul propriétaire, c'est l'utilisateur. Le seul propriétaire des données, c'est l'utilisateur. Est-ce que ça t'intéresse, Eric, que j'explique en quelques mots comment marche ce passeport IATA? Allez, 30 secondes, une minute, vas-y. Oh là là, t'es dur là. Je vais prendre 2 minutes parce que c'est un petit peu plus compliqué. Il y a 3 choses. Il y a une source. Tu es passager, tu vas aller d'un point A à un point B. La première difficulté, c'est de comprendre quelle est la régulation au point A et au point B. Donc, la première chose que fait cette application, c'est qu'elle va te dire ce qu'il faut exactement pour voyager du point A à ce point B. Et ce qu'il faut, et la réponse sera différente en fonction évidemment du point A et du point B, mais aussi de la date de voyage, puisque les régulations changent au fil du temps. Donc, premièrement, une source fiable de données sur quels sont les prérequis pour voyager. Est-ce que c'est un PCR test? Est-ce que je dois être en quarantaine avec ou sans vaccination? Si je suis vacciné, si je ne suis pas vacciné, etc. Première fonction. La deuxième fonction, une fois qu'on sait ce qu'on fait, l'application va te mettre en rapport avec des organismes de tests agréés et donc et affiliés. Donc, ces organismes de tests vont te tester, vont faire ton PCR test et rendre le résultat. Le résultat est interfacé avec l'application et donc tous ces organismes agréés, il y en a de très nombreux, téléchargent les résultats dans l'application. Ou plutôt, l'application est connectée avec leur propre serveur et va récupérer les informations. Et troisième chose, eh bien, c'est la synthèse de tout ça, c'est qu'une fois qu'on a repéré une fois qu'on sait ce qu'on doit faire, qu'on a repéré l'organisme affilié et qu'on s'est fait tester, eh bien, le passeport indique très clairement OK to travel, bon pour voyager. C'est-à-dire qu'à la limite, vous avez un QR code, vous n'avez même pas besoin de présenter le résultat du test. Le QR code suffit pour passer l'enregistrement, passer la sécurité, etc. Si vraiment il y a besoin du résultat du test, il est aussi disponible sur l'application. Voilà. Donc, c'est une solution universelle pour le voyage, à mon avis, qui servira pas seulement pour le Covid, mais aussi pour tout un tas d'autres épisodes qu'on connaîtra dans le futur. Aujourd'hui, sur certains pays africains, on vous demande une vaccination contre la fièvre jaune. Ben, vous aurez ça dans votre passeport. Et puis, on sera surtout sécurisé pour les prochaines crises s'il y en a. J'espère qu'il n'y en aura pas, mais si jamais il y a une nouvelle pandémie un jour, ce passeport sera la réponse immédiate pour faciliter le voyage et pas voir ces chutes de 90% d'activité qu'on a connues pendant trop longtemps. D'accord. J'ai une question, là, j'en profite, là, on est sur le sujet, de Thomas qui nous dit ces mesures de sécurité engendrent des frais très importants. Voilà la question. Et comment est-ce que vous allez les absorber au niveau de Qatar Airways? Est-ce que ça va avoir un impact sur le prix de vente? Oui, évidemment, tous ces mesures, ça coûte cher. Ça coûte plus cher que si on ne les fait pas, évidemment. Ça coûte plus cher qu'en temps normal, donc c'est des surcoûts. Mais après, il faut savoir ce qu'on veut. Je veux dire, à partir du moment où on estime que notre mission, c'est de voler et qu'on veut vraiment voler, eh bien, on met l'argent qu'il faut pour avoir des mesures qui garantissent, je dis bien garantissent, parce que c'est une quasi-garantie, on est presque à 100%, une sécurité parfaite pour les voyageurs. Je pense que ce qui a changé, mais c'est une bonne question parce que ça indique aussi ce qui a changé, c'est que des compagnies comme Qatar Airways et d'autres investissent de l'argent là-dedans parce qu'ils veulent conserver la confiance des clients. Et c'est le maître mot. Je veux dire, le prix n'est plus seulement le critère. Quel degré de confiance vous avez dans la compagnie aérienne, c'est ça qui est déterminant. Vos clients, ils vous posent pas seulement la question du prix aujourd'hui, ils vous demandent aussi, ils posent toujours la question du prix, mais peut-être que c'est un petit peu moins important parce que sont rentrées des considérations comme effectivement la sécurité à bord et les mesures sanitaires. Donc, c'est un retour sur l'investissement pour nous. Super. On va en venir à quelques questions, je dirais, liées au service et au commercial. Donc, on enchaîne sur ce que tu as dit. Alors, il se trouve que la semaine passée, il y a eu, alors c'est pas pour faire l'apologie de Qatar Airways, mais il y a eu un sondage, résultat d'un sondage qui est paru dans eDreams,
qui a placé Qatar Airways dans les meilleures compagnies, la meilleure compagnie aérienne. Je vais mettre le lien, c'est intéressant. Sur Non, pas dans les meilleurs, la meilleure. Excuse-moi de te corriger, c'est la meilleure. On est numéro 1 dans ce sondage. C'est exact. D'ailleurs, j'ai mis le lien, mais bon, là, j'ai attendu qu'il y ait le classement avant de faire le zoom. Ouais. Mais non, ce qui m'a semblé intéressant, c'était sur des items. C'était pas, par exemple, le vin qui était servi en business class ou ce genre de choses-là, mais plus des critères sur lesquels, en tant que client ou agent de voyage, on était très sensible, à savoir les remboursements suite à tout ce qui s'est passé, la stabilité des plans de vol, par exemple. Voilà. Et donc, Qatar Airways sort en premier. De manière générale, au niveau des compagnies aériennes, tu n'es pas sans savoir que, alors je ne parle pas du Flixcam et compagnie, ça en verra plus tard, mais en tout cas, sur ce qui s'est passé depuis plusieurs mois, les compagnies aériennes n'en sont pas vraiment grandies au niveau de leur image du grand public. Je parle de manière générale, je ne parle pas de Qatar Airways. Là, on est plusieurs agents de voyage à avoir souffert du sujet des vols pas remboursés, des fameux avoirs qui souvent ont été imposés globalement. Donc, on se pose quand même des questions à ce sujet-là. On a parfois l'impression que l'aérien, pour être clair, bafoue les lois. Parfois, il y a des règlements européens. Alors, bien sûr, il y a des sujets liés à la trésorerie des compagnies aériennes qui ont fait que, mais quand même. Donc, globalement, ce sujet-là, comment toi, tu l'appréhendes ? C'est très simple. Nous, comme je le disais tout à l'heure, notre approche, notre stratégie, c'est de travailler avec la distribution. C'est pas de profiter de la distribution. On est dans la même chaîne de valeur. Hein. Vous avez les agents de voyage, les tours opérateurs, les réseaux, les compagnies aériennes, les aéroports d'ailleurs. On est tous dans la même chaîne de valeur. Je veux dire, ou bien on est solidaire dans cette chaîne de valeur et on essaye de faire chacun sa part, ou bien chacun tire la couverture à soi. Il y a des compagnies aériennes, effectivement, je l'ai vu comme toi, j'ai vu des articles dans la presse, je lis la presse professionnelle française, j'ai vu la déclaration de Nicolas Brumelot, par exemple, qui était extrêmement forte, mais qui était justifiée. C'est quand vous êtes, vous travaillez depuis des années avec des partenaires qualifiés comme tels par les compagnies aériennes, et puis le jour où il y a une crise, tout d'un coup, vous tournez de l'eau en temporisant ou en mégotant sur les remboursements ou en prenant 6 ou 8 mois pour les rembourser. Ce n'est pas un esprit partenarial, ça. Donc, il faut être cohérent. Ou bien on veut être, je dirais, une compagnie de rang mondial, de premier rang, et dans ce cas-là, il faut travailler en partenariat avec tous les acteurs, et pas seulement les gros d'ailleurs, hein, tous. J'ai accepté de venir avec vous. On n'est pas très nombreux aujourd'hui, mais peu importe. C'est symbolique de l'état d'esprit de Qatar Airways. On ne méprise personne. On a des partenaires qui sont des petits partenaires, mais qui sont des partenaires de niche, qui apportent de la valeur, qui sont conformes avec l'image, enfin l'esprit du voyage tel qu'on le voit à Qatar Airways, qui sont exigeants sur la qualité, etc. On n'a pas de problème avec ça. Non, donc il faut vraiment, enfin, à mon avis, je pense que c'est un mauvais calcul ou c'est un calcul de très court terme de certains opérateurs que de pas travailler en partenariat avec la distribution. Donc voilà. Moi, j'étais content de ce sondage d'Odigeo, et Odigeo, ils ont une vision assez neutre. Ils travaillent avec absolument toutes les compagnies aériennes, donc ils peuvent peut-être mieux que tout autre faire ce genre d'études. Et effectivement, ils ont bien choisi les critères parce que c'est exactement ce que vos clients vous demandent. C'est effectivement la flexibilité, la stabilité des programmes, les remboursements sont frais, etc. Les gens n'ont pas envie de sortir 1000, 2000 ou 3000 euros de billets d'avion sans avoir quelques assurances que si jamais, parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Et ça, il faut comprendre le point de vue du client. Il ne faut pas être opportuniste et essayer de faire en sorte que, dès que vous lâchez 3000 euros, hop, c'est trop tard, désolé monsieur, au revoir, etc. Bon. Donc oui, c'est pas seulement une question de prix aujourd'hui, c'est aussi ça. Et c'est intéressant que Odigeo, qui est au départ un agent qui est très orienté sur les prix, hein, qui affichait historiquement ces compagnies aériennes dans l'ordre de prix décroissant. Et même maintenant, il y a d'autres critères de prix, c'est intéressant et qui intéressent les clients. Donc, il y a d'autres critères de tri, et c'est intéressant, et qui sont la qualité, qui sont la fiabilité, qui sont la flexibilité, etc. Et tant mieux,
parce que c'est autant de chance pour nous. Et ça nous prouve aussi qu'on est dans le vrai. Donc, le résultat sur le sondage, évidemment, nous a fait plaisir parce que ça valide a posteriori le pari qu'on a pris il y a un an. C'est clair, merci Thierry. J'espère que l'esprit Qatar Airways se répondra sur l'ensemble du secteur, les secteurs aériens. Ça j'ai qu'une modeste influence là-dessus. Mais au fond, après, c'est peut-être aussi un indicateur que certaines. Enfin, il faut savoir qui commande dans une entreprise. Est-ce que c'est quelqu'un qui est sensible au client ou est-ce que c'est quelqu'un qui a je dirais, une vision plus financière? Je pense que voilà, les compagnies aériennes, c'est une compagnie aérienne. Enfin, quand vous vendez un voyage, vous le savez mieux que moi, vous vendez une part de rêve, vous vendez un moment d'exception. Pour beaucoup de vos clients, c'est ça. Donc, tout ce qu'on peut faire pour, je dirais, décevoir parce qu'on prend des mesures financières de réduction de coûts, etc., c'est autant de risques que prendre. Je ne dis pas qu'il faut lancer l'argent par les fenêtres, mais il faut garder un juste équilibre entre le prix du billet et le service qu'on vend. Le rapport qualité-prix, c'est essentiel. Donc, dans ce cas-là, effectivement, les compagnies aériennes qui visent des profits à court terme parce qu'elles sont peut-être dans des situations aussi financières compliquées, c'est pas forcément un bon calcul parce qu'à la fin, le résultat, c'est que vous perdez des clients et que ces clients sont très réticents à revenir. Si on en revient justement quand même au sujet des tarifs, c'est quoi ta vision pour les mois à venir? À savoir, est-ce que les tarifs vont augmenter ou au contraire? Alors évidemment, on voit déjà des choses, mais comment tu vois le sujet? Je pense que, honnêtement, j'ai la conviction que le prix ne sera plus aussi important qu'avant. Il restera important, mais c'est un critère parmi d'autres qui seront également importants et pour longtemps, comme la flexibilité, comme la sécurité sanitaire et ce genre de critères. Donc, le prix restera comme un critère de base, mais on le mettra plus en perspective qu'avant. C'est-à-dire que les clients ont bien compris que au-delà du prix, il y a tout un tas d'autres derrière le prix, il y a tout un tas d'autres éléments à prendre en considération. Je vais prendre, je ne sais pas s'il y a beaucoup de vendeurs de classe affaires chez vous, mais dans le voyage d'affaires, il y a une discussion que j'ai souvent avec les directeurs de grandes centrales, de TMC ou même des directeurs d'achat. C'est de dire, voilà, un billet en classe affaires direct, je ne sais pas, un Paris-Shanghai, vous allez payer 5 ou 6 000 euros sur un vol direct et vous allez payer parfois presque la moitié sur un vol via un point. Bon, alors, effectivement, vous avez un inconvénient qui est, vous rallongez votre trajet, vous passez par un point intermédiaire. Mais quand vous commencez à creuser, que vous commencez à comparer les niveaux de qualité des deux prestations, que vous commencez à regarder qu'est-ce que vous faites du temps que vous utilisez en plus. Si vous pouvez travailler, que vous avez de la Wi-Fi à bord gratuite, si vous avez des bons films, si vous avez passé un bon moment parce que vous avez eu un bon repas, etc., que vous avez pu bien dormir parce que sur 2 legs de 6 ou 7 heures ou 8 heures, vous arrivez à faire une nuit complète, alors que sur un vol direct, moi j'ai beaucoup voyagé, mais j'ai jamais réussi, ou très rarement réussi à faire une nuit complète sur un vol direct. Ben voilà, vous avez quand même tout un tas de justifications qui fait qu'aujourd'hui, de plus en plus de travel managers choisissent le vol via à 3 000 euros plutôt que le vol direct à 5 500 euros. Voilà. Et ça, c'est aussi une évolution. Donc, le prix, c'est une chose, mais si vous avez des choses qui viennent en plus du prix, comme la qualité, l'agrément, la qualité d'expérience client, etc., ben, tout le monde dans la chaîne de valeur est content. Vous avez d'abord le travel manager ou l'agence de voyage, la TMC, parce que son client est content, et l'utilisateur ou le voyageur lui-même qui est content parce qu'il a une bonne expérience, qu'il a découvert quelque chose de différent et de plus agréable. Donc voilà, c'est ce qu'on essaie de communiquer. Okay. Sur les sujets justement de flexibilité, d'annulation possible, voire de paiement différé, pourquoi pas? Est-ce que Qatar Airways réfléchit et qu'est-ce que tu en penses?
La flexibilité? Oui, flexibilité, possibilité d'annulation, de modification. Ah ben, nous, c'est très simple. Depuis le début de la crise, c'est pour ça qu'on a été salué et qu'on a été aussi bien classé, c'est que on a donné une quasi carte blanche aux clients de décider. On se doute bien que dans la plupart des cas, les gens n'annulent pas par plaisir ou ne reportent pas par plaisir, c'est qu'ils ont un impératif. Donc, pour donner cette confiance, pour établir cette confiance avec nos clients existants, mais aussi avec des nouveaux clients qui sont déçus par les autres compagnies aériennes, on a décidé tout au long de cette crise de garder une flexibilité maximale, c'est-à-dire que ce soit pour des raisons volontaires ou involontaires, une annulation est une annulation et on ne la pénalise pas. Donc, on a même été très loin à un moment, on est revenu en arrière après parce que c'était peut-être too much, mais on pouvait même changer complètement de destination pour exactement le même prix. Enfin, on faisait des trucs. Il y a des gens qui abusaient, qui prenaient un Paris-Doha, puis ensuite qui se feraient un Paris-Sydney pour le même prix. Donc, on a un peu arrêté ça parce il commençait à y avoir des abus. Mais c'était pas l'idée. L'idée, c'était de donner la liberté totale aux clients de changer d'avis sans qu'ils soient financièrement pénalisés. Bien, merci. Il nous reste quelques minutes. On va parler rapidement de sujets liés à l'écologie. Donc, évidemment, il y a un contexte de FlixScan depuis quelques temps, d'avion bashing. Donc, comment tu appréhendes ce sujet-là, toi et Qatar? Oui, d'avion bashing. Et puis, je vois dans le chat une question de Véro. Bonjour Véro, ouais. Sur le fly shaming aussi. C'est ce qui rejoint ta question. Bon, d'abord, les compagnies aériennes aujourd'hui, et jusqu'à preuve du contraire, ça vole au carburant. Donc, de fait, comme le transport routier, comme tout un tas d'activités, on est une activité polluante. Bon. Donc, on ne va pas se cacher derrière son petit doigt. Ça a toujours été. Maintenant, il faut regarder, toutes les compagnies aériennes sont loin d'être égales sur ce point-là. Donc, il faut… alors, sur l'avion bashing et le flight shaming, moi, j'ai une opinion personnelle là-dessus. Je pense il faut pas… Bon, bien sûr que la volonté de sauver la planète, de protéger notre environnement, etc., est essentielle, mais il ne faut pas que ça devienne une espèce de théorie tout à fait extrémiste qui soit un facteur limitateur de liberté. Je pense que le voyage, je le disais tout à l'heure, ça fait partie de l'ADN de l'être humain. Je pense qu'il faut un minimum de liberté dans sa vie, et les gens qui éprouvent un besoin de voyager, de rencontrer des cultures, ou même de voyager pour leurs affaires, il ne faut pas les en empêcher, évidemment. Après, il y a une responsabilité des transporteurs, et là j'y viens, sur la question environnementale. Alors, d'abord, moi j'ai un conseil, si vous voulez avoir une politique, je dirais, de fournisseurs préférés sur la base de critères environnementaux dans le domaine du transport aérien, j'ai quelques conseils, je vais vous donner quelques pistes de réflexion, après vous déciderez évidemment. Mais regardez par exemple, si vous avez le temps, regardez la composition de la flotte des compagnies aériennes. Regardez comment certaines compagnies ont des avions très anciens et donc très consommateurs en carburant, et d'autres ont des avions plus neufs et donc forcément moins consommateurs. Après, regardez quel type d'avion on a dans la flotte. Prenez des compagnies long courrier. Vous avez des compagnies qui ont, je ne citerai personne, mais vous avez une compagnie, par exemple, ou des compagnies qui ont beaucoup d'A380. Bon, nous, on en avait 10, on les a toujours, mais on les a mis au sol depuis mars-avril dernier. Ils ne volent plus parce que c'est plus justifié. Et que, en réalité, l'A380, qui est un magnifique avion que je connais bien, n'est plus un avion qui est justifié économiquement ou environnementalement. Il n'y a aucune route dans le monde, vous m'entendez bien, il n'y a aucune route dans le monde qui justifie économiquement de voler en A380. N'importe quelle route, y compris les plus occupées, vous allez voler avec, 300 sièges, je suis gentil, peut-être plus, 300 sièges vides. Okay, parce que l'avion est juste trop gros pour la demande d'aujourd'hui et pour les prochaines années. Voilà, c'est une réalité. Donc, les compagnies aériennes qui s'entêtent à le faire voler en disant que c'est très bien, eh bien, simplement, dites-vous qu'elles consomment 2 fois plus de carburant qu'une compagnie qui vole en A350, par exemple.
Voilà. Donc, ça, c'est une première chose. Donc, regardez la composition des flottes, l'âge moyen des avions. Vous avez des compagnies qui ont 20 ans, un âge moyen de flotte de 20 ans. Donc, ça fait des grosses consommations. Dans le cas de Qatar Airways, et ça, je veux dire, c'est du concret, nos A350, ils ont 2,4 ans de moyenne. Voilà. Donc, ce sont des avions tout neufs. Et on fait en sorte que notre flotte reste, dans les années à venir, une flotte très jeune et peu consommatrice en carburant. L'A350 est l'avion long courrier le moins consommateur ramené au siège en carburant. Donc, il y a le moins d'impact environnemental. Vous avez le deuxième, le moins consommateur, c'est le 787, qui est notre deuxième avion dans notre flotte. Voilà, on a 53 à 380 et on a aujourd'hui 30 à 787 kilos. Voilà, ce sont des choses très concrètes. Après, si vous n'avez pas le temps de faire une analyse détaillée, eh ben, prenez simplement les organismes de notation qui vont vous attribuer aux compagnies aériennes. Je prends l'exemple de Skytrax, par exemple. Skytrax nous a donné la note 5 étoiles en matière environnementale. C'est-à-dire qu'ils vont prendre tous les critères, ce qu'on fait pour l'environnement, comment on explique aux passagers sur l'empreinte CO2 quand il prend l'avion, notre taille de flotte, notre âge moyen de flotte, les types d'avions, etc. Nos mesures de protection de l'environnement. Et il va vous donner une note globale. Bon, on a 5 étoiles. Vous avez aussi un autre organisme qui s'appelle Apex, qui également a salué nos efforts dans ce domaine. Après, vous avez aussi votre, comment dire, si vous vous intéressez à la question, vous pouvez analyser plus finement. Après, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on prend beaucoup d'initiatives pour un projet qui s'appelle neutralité carbone. Donc, on travaille à différentes initiatives avec IATA ou indépendamment pour neutraliser notre impact sur l'environnement. En tout cas, le réduire aujourd'hui. On ne le neutralise pas aujourd'hui, évidemment. On a un impact sur l'environnement, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais on essaye de le minimiser et on se prépare dans les années à venir à le neutraliser complètement. Bon, il n'y a pas beaucoup de compagnies aériennes en réalité qui, mis à part le discours, vont dans les faits et sont attentives à l'âge de leur flotte, etc. En général, c'est l'impératif économique qui prime et les plans d'investissement ne sont pas faits pour sauvegarder l'environnement, malheureusement, dans beaucoup de cas de compagnies aériennes. Voilà. Ok, merci. Si on se projette un peu plus loin, en termes de le fameux avion du futur, avion à hydrogène, électrique, etc., comment tu appréhendes le sujet? Alors, je ne suis pas un spécialiste du sujet, je sais simplement que ça va prendre du temps et qu'il ne faut surtout pas attendre que les constructeurs arrivent à fabriquer cet avion à hydrogène pour prendre des initiatives. Donc, la bataille contre l'environnement, elle se passe aujourd'hui. Ce serait une erreur de compter sur l'avion qui viendra dans 20 ou 30 ans, parce que c'est ça. Hein, enfin, bon, on parle de 2030, mais en réalité, 2030, ça va être des prototypes. On sait comment ça se passe. Hein. Dans l'aéronautique, c'est sur des cycles très longs. Donc, il va bien se passer 20 ans avant qu'on ait ça. Donc, dans les 20 ans qui viennent, on va continuer de polluer. Donc, il est important que les compagnies aériennes se disciplinent et se maîtrisent dans leur empreinte environnementale. Ça va parfois sur des tout petits trucs. Hein. Je vous parlais du nettoyage cabine tout à l'heure. Est-ce que vous saviez que Qatar Airways n'utilise pas de produits chimiques polluants pour les nettoyages de ses cabines, par exemple? Voilà, on fait attention, y compris aux produits d'entretien qu'on utilise pour nettoyer nos cabines. Donc voilà, ça va nicher dans les détails. On pourra en parler des heures, mais le mieux, c'est de regarder comment nous évaluent les organismes de notation. Ok, je te remercie. Bon, il est 12h50, alors comme on est en petit comité, je vais peut-être laisser la parole si certains d'entre vous ont des questions à poser à Thierry pendant qu'il est là, avant qu'il retourne dans le Londres profond. Et ensoleillé aujourd'hui. Et ensoleillé, oui, c'est ça. Non, je ne vois pas de questions. Véronique? Bonjour. Maxime, oui, bonjour Maxime. Oui, je suis voilà, une petite question. Je dois malheureusement partir, mais si j'ai pas le temps, j'écouterai la réponse en replay. Et voilà. Merci pour cette présentation très très instructive. J'avais une question sur concrètement comment
se passe le plan de neutralisation, enfin de neutralité carbone? Est-ce que c'est en finançant des plans de reforestation, par exemple? Est-ce que vous avez plus d'informations sur ce sujet? Alors, attendez, vous m'entendez là? Oui. Oui, c'est bon. Oui. Alors, on a effectivement un certain nombre d'initiatives, de projets environnementaux. On communique assez peu là-dessus, je trouve. Il faudrait d'ailleurs qu'on… Bon, c'est un petit peu à côté du sujet, parce qu'en général, on occupe le terrain de la communication en ce moment, depuis un an, sur le fait qu'on vole, qu'on ouvre des nouvelles escales ou qu'on enferme, etc. En général, qu'on en ouvre. Mais c'est vrai qu'on a peu communiqué sur tous les projets environnementaux que l'on prend, non seulement localement dans l'État du Qatar pour minimiser l'impact sur l'environnement, mais les projets que l'on finance de par le monde sur des projets de reforestation, etc. Donc, beaucoup de compagnies, ça n'a rien d'original en fait, Maxime, beaucoup de compagnies font un peu ce qu'on fait dans ce domaine. On est surtout tendu, encore une fois, c'est des projets qui effectivement sont importants. Je crois que le premier projet, c'est déjà de limiter l'impact carbone de sa propre activité. Ça commence par là. Donc, je pense que les compagnies aériennes qui ont des avions de 20 ans, excusez-moi d'insister là-dessus, mais qui ont 18 ans de moyenne d'âge, des vieux 777 ou parfois des 747, et qui font de la publicité sur le fait qu'ils ont planté X hectares, replanté X hectares en Amazonie ou ailleurs, c'est jamais complètement, c'est de la com, mais c'est jamais complètement honnête. Moi, j'aime bien revenir au basique. On accuse le transport aérien à tort ou raison d'être une industrie polluante, c'est vrai. Encore que ce soit 2% des émissions de carbone de la planète. Je rappelle quand même que la consommation de viande est responsable de 5% des émissions carbone de la planète. Donc, on est mieux placé que la consommation de viande. C'est une boutade. Je veux pas aller sur ce terrain houleux. Mais oui, à partir de là, il faut que les compagnies aériennes limitent leur consommation de carburant par tous les leviers dont je viens de vous parler. Et pour moi, les projets de reforestation, c'est quelque chose en plus, mais dont on peut se prévaloir que quand on a fait ses devoirs, si je puis dire, en matière environnementale dans le corps de son activité. Je n'essaie pas d'éluder la question, on fait les choses sans doute plus que la moyenne des compagnies aériennes. Il y a un rapport environnemental qu'on publie chaque année, j'essaierai de vous l'envoyer à Eric pour qu'il le partage. Mais franchement, je voudrais insister sur ce message parce qu'il est central, à mon avis. Il faut commencer par faire le ménage chez soi et minimiser son impact par sa propre activité, à mon avis. Merci, c'est très clair. Véronique, une question, Maude? Non, c'est bon pour aujourd'hui? Pour moi, c'était clair. Merci. Très bien. Je pense qu'on ne va pas tarder à conclure. Il est presque 1 heure. Thierry, je te remercie beaucoup. Vas-y, Véronique. Peut-être une petite question. Tout à l'heure, vous avez juste évoqué qu'il y avait 1 ou 2 destinations pour lesquelles les chiffres… Est-ce qu'une de mes destinations est là-dedans? Alors, je n'ai pas en tête toutes vos destinations. Mais… L'Inde, le Népal et le Bhoutan. Non. Ah. Non. Non, je crois savoir qu'au Bhoutan, il y a eu un seul cas de mémoire. Non, il y en a eu plusieurs, mais initialement, il y a eu effectivement un cas d'Américains et ensuite, c'est à ce moment-là qu'ils ont tout fermé, mais il y a eu plusieurs cas intrinsèques sur les rapatriés. Mais voilà, c'était sur l'histoire de la fiabilité des statistiques. Non, mais la seule raison pour laquelle, dans un cas ou deux, on l'a fait, c'est qu'on ne voulait surtout pas… Bon, c'est pas un défi vis-à-vis du gouvernement en place, c'est qu'on veut être certain que les gens qui voyagent avec nous ont eux-mêmes minimisé leurs risques, simplement parce qu'après, ils décident ce qu'ils veulent. Je veux dire, on impose un PCR test, un test Covid au départ de certaines escales, alors que nos concurrents ne le font pas, parce qu'on sait qu'il y a un niveau de risque qui fait que ça se justifie.
Alors, bon, on a perdu des clients à cause de ça. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des clients qui disent puisque c'est comme ça, moi je préfère voyager avec votre concurrent. Très bien. On accepte de perdre des clients parce qu'on veut garder cette réputation de compagnie sûre. Donc, et cette réputation, elle ne se gagne pas sur le dos d'un opportunisme sur une ou deux escales. Donc, on fait ce qu'il faut. Avant de gagner des parts de marché, on veut gagner la confiance. Voilà. Et c'est seulement une fois qu'on a la confiance, on gagne des parts de marché. Il faut pas s'imaginer que comme avant, en baissant les prix, on gagne des parts de marché. Ça marche plus comme ça. Donc, il faut que notre réputation soit impeccable sur le point, au sens premier du terme, c'est-à-dire sans péché, sur la question de la sécurité sanitaire. C'est fondamental. Et les compagnies aériennes qui ne basent pas leur stratégie là-dessus n'ont pas, à mon avis, un avenir très sûr. Je crois que le monde, de ce point de vue-là, sera plus le même. Et pour donner des années encore, les gens sont très sensibles à ce que l'on fait dans ce domaine et à la prudence qu'on peut prendre pour eux. Parce que le client ne sait pas toujours qu'à tel ou tel endroit, eh bien, c'est pas aussi sûr qu'on le dit. Et le fait qu'on aille dans ce pays sans mesure de quarantaine ou sans PCR test, ça ne veut pas dire que c'est sûr. Ça veut dire parfois, malheureusement, dans un ou deux cas précis, que les statistiques sont pas honnêtes. Ils ne sont pas sincères. Voilà. Non, pas honnêtes, mais pas sincères. Voilà. Donc, dans ces cas-là, on prend les devants et on protège nos clients. Et on protège les clients qui veulent bien voler avec nous. Voilà, Véronique. Merci. Très bien. Merci Thierry, merci pour le temps que tu nous as consacré. Donc maintenant que tu nous connais, je n'hésiterai pas à renouveler mon invitation sur peut-être d'autres sujets liés à l'aérien. Avec plaisir. C'était un plaisir pour moi aussi. Et puis, j'espère que ça vous aura intéressé. Et puis, ma foi, s'il y a d'autres questions, de toute façon, Eric sait où me trouver. Donc, voilà. OK. Merci. Bonne fin de journée, suite de journée à tout le monde et à très bientôt. À bientôt. Merci à tous. Au revoir.